On va étudier dans cette partie un exemple de moteur d'iterme qui est le moteur à 4 temps. Et donc on va regarder, en fait, on va partir du système mécanique effectif, le décrire un petit peu et puis voir quelles sont les transformations auxquelles est soumis le gaz qu'il va y avoir à l'intérieur, puisque on va avoir un système qui va rester sous forme de gaz, donc on n'aura ici pas de changement d'état encore. Et voir comment modéliser ces différentes évolutions jusqu'à obtenir un cycle qui soit le plus simple possible, sur lequel on va pouvoir faire des calculs, puisque finalement le but c'est de faire un certain nombre d'approximations pour approcher la situation réelle, approximation grâce auxquelles on va pouvoir faire des calculs, et une fois qu'on aura le résultat, on pourra comparer avec les mesures réelles, voir si notre système s'approche plus ou moins des prédictions théoriques, sachant que ces prédictions ne seront de toute façon pas exactes. Alors on va regarder dans un premier temps, faire une petite description de votre moteur. Alors normalement vous disposez d'une feuille sur le Nextcloud dans lequel il y a ça. Je vous conseille de peut-être d'imprimer cette feuille T6 document dans lequel vous pourrez ensuite coller dans votre cours les parties correspondantes. Donc là en l'occurrence, nous avons notre système avec le piston qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là vous avez le piston, là vous avez la zone dans laquelle va se trouver votre gaz. Il y a deux soupapes, une soupape d'admission, une soupape d'échappement qui vont régulièrement s'ouvrir et se fermer lors du fonctionnement du moteur pour soit admettre de l'air qui va arriver par là, soit faire ressortir l'air qui aura été changé. Alors vous voyez déjà que on a un problème, étant donné qu'on fait sortir l'air et que c'est pas le même air qui rentre, on n'aura pas forcément un système cyclique. Du moins, ce ne sera pas le même fluide qui sera là au début et à la fin. Et donc, il va falloir voir qu'en fait, on va pouvoir se ramener théoriquement à un système cyclique parce que le gaz, même si ce n'est pas le même gaz, se retrouve dans le même état ou quasiment dans le même état au début et à la fin. Ce qui nous permettra de quand même procéder à nos approximations et nos petits calculs. Vous avez le piston qui peut monter et descendre ici et qui va suivre le mouvement ici du vilebrequin grâce à la bielle qui fait monter et descendre. Et en fait, c'est le piston qui va pousser ici pour faire tourner et ensuite l'inertie du vilebrequin va faire remonter le piston qui va du coup comprimer le gaz. Ça repart et là, on va pouvoir voir quels sont les 4 temps qui correspondent à notre moteur à 4 temps justement. Donc, on va regarder ces 4 phases et avoir le principe. Donc là vous avez votre description avec vos deux soupapes, le piston et puis le système bielle-vanivelle qui va comme ça tourner, il va faire les mouvements du piston et le principe de fonctionnement. Alors je vais vous mettre un petit lien vers une vidéo humoristique d'une chanson que j'adore qui s'appelle Le moteur à explosion, qui est chanté par le groupe Chanson Plus Bifluoré, pour ceux qui connaissent. Donc vous pouvez regarder, écouter ça, ça dure 3 minutes, vous allez avoir le lien ici. Et puis on va regarder d'abord sur papier comment est-ce que ça fonctionne, et après je vous ferai une petite vidéo avec une animation qui permettra de le visualiser peut-être un petit peu mieux, mais faites l'effort de voir comment est-ce que ça fonctionne sur papier pour obtenir pour bien voir à quoi ça correspond. Alors, l'idée est la suivante. Au départ, vous avez votre soupape d'admission qui est ici, qui est ouverte. Et vous avez que votre système est déjà en train de tourner et donc l'inertie du vilebrequin va tirer le piston vers le bas. Étant donné qu'on tire le piston vers le bas alors qu'il était tout en haut et qu'il n'y avait a priori rien du tout dans la chambre, vous avez que le mouvement du piston va aspirer de l'air, plus exactement, s'il y a un vide avec un réservoir de particules qui est par là, ces particules vont naturellement se balader et vont occuper tout l'espace qui va être ici. Donc quand on arrive tout en bas, vous avez aspiré de l'air. Et là, vous avez le système qui permet de fermer la soupape. Donc cet air qui a été aspiré à l'intérieur du cylindre ne peut plus s'échapper.
Donc vous avez la deuxième phase, la phase de compression, dans laquelle vous allez avoir que le piston remonte, de nouveau entraîné par l'inertie. Vous avez une remontée du piston et ce piston va comprimer votre air, votre mélange en fait air et carburant, jusqu'à ce que ça occupe un volume minimum. Et quand vous êtes là, vous avez la bougie qui est ici. Généralement, quand un moteur ne marche pas bien, parfois c'est un problème de bougie qui serait encrassée parce qu'elle n'arrive plus justement à démarrer et à provoquer l'explosion. Donc la bougie va mettre une étincelle, cette étincelle va provoquer la combustion du mélange air-carburant, donc le carburant s'oxyde à l'oxygène de l'air et du coup vous avez une forte augmentation de température. Une forte augmentation de température avec un volume qui reste le même. Vous avez un échauffement qu'on appelle un échauffement isochore. On va pouvoir essayer de le modéliser comme tel. Et lors de cette forte augmentation de température, vous avez une forte augmentation de la pression. Le gaz appuie sur la soupape énormément, plutôt sur le piston. Donc le gaz appuie fortement sur le piston, le fait redescendre et c'est là la phase réellement motrice du système puisque quand ça montait ici en fait votre piston utilisait l'énergie qu'il avait déjà pour comprimer le gaz et quand il est là, il est poussé par le gaz chaud qui va le faire tourner une fois de plus. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous ouvrez la soupape d'échappement et de nouveau l'inertie du vilebrequin et donc de votre système va faire que le piston va pousser l'air jusqu'à l'extérieur. Donc vous n'avez rien à faire pour chasser l'air qui reste de votre soupape. Donc je vous fais le petit film avec les explications correspondantes et l'animation, mais d'abord essayez de bien vous imaginer tout ça et puis après on va faire la modélisation. Alors comme promis, voici la petite simulation du moteur à 4 temps. Donc là vous voyez les 4 soupapes qui fonctionnent de concert. Donc elles ne sont jamais à la même phase. Donc la première phase, vous avez le temps d'admission, donc l'air pénètre à l'intérieur. Puis quand le piston va remonter, il va comprimer l'ensemble de l'air qui s'échauffe. Vous injectez le carburant et vous faites une combustion du mélange, donc avec allumage avec la bougie, et ensuite vous avez, une fois qu'il est redescendu et qu'il se met à remonter, la soupape d'échappement qui s'ouvre et le système qui permet de ressortir. Alors dernier point, si on regarde comment évolue la pression en fonction du volume occupé par mon système, alors le système que je considère, vous voyez que là je fais un diagramme de Watt, un vrai diagramme de Watt avec le volume V ici. Le volume va être le volume en dessous des soupapes et jusqu'au piston. Donc le volume occupé par ça et mon système, ça sera tout le gaz qui sera à l'intérieur de ce truc-là à un moment donné. Donc je commence en A, qui va être le moment où le volume est minimum. Vous vous rappelez, j'ouvre la soupape d'admission et j'aspire en descendant le piston. Vous avez donc que le volume augmente et on reste globalement à pression constante lors de cette augmentation de volume. Donc je vais jusqu'au point B qui est ici. Ensuite, deuxième phase, ici vous avez une phase dans laquelle on repousse de nouveau, le piston repousse et comprime le gaz, donc j'ai une montée globale de pression lors de cette compression. Puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir modéliser cette compression, comme elle est a priori assez rapide. Je vous laisse deviner ce qu'on va pouvoir faire comme hypothèse là-dessus. Une fois qu'on est au plus haut, ici, vous avez que l'allumage se fait et donc vous avez une augmentation de pression rapide avec le volume qui recommence à augmenter parce qu'on est passé là et on continue à tourner. Le volume augmente un peu et puis j'atteins un maximum de pression. Et cette pression, après, va faire qu'on redescend entièrement jusqu'au point E. Le point E, ça va être quand on est au plus bas, c'est-à-dire que le volume occupé dans le cylindre entre les soupapes et le piston est maximum. Et à cet endroit-là, la pression, comme vous voyez, est légèrement supérieure à la pression que j'avais tout à l'heure, mais elle est supérieure aussi à la pression extérieure. Et quand les soupapes s'ouvrent, le volume va diminuer jusqu'à arriver là. Et normalement, il faudrait que j'aille je vais jusqu'au volume minimal et je retourne à la pression environnante de ce côté-là.
Et là, j'ai le fonctionnement de mon moteur dans son ensemble. Alors maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que on va pouvoir revenir. Donc, si vous regardez le principe de fonctionnement, vous avez dans le diagramme PV, on a le passage du point A jusqu'au point B, ça c'est la phase d'admission. Ensuite, on a la compression. On a après la phase d'explosion de C à D. Ensuite, on a de nouveau la détente et on revient dans cette phase-là. Donc de A à B, c'est l'admission. De B à C, c'est la compression du gaz. Reste à savoir comment est-ce qu'on va la voir, cette compression. Là, on a l'explosion. L'augmentation de pression. De D à E, vous avez la détente et le fait que c'est là où vous récupérez un maximum de travail en appuyant, puisque vous voyez que là, c'est là où votre R de cycle va être positif, enfin va nous apporter quelque chose. Et finalement, de E à A, vous avez l'échappement. Et on va voir que comme ces deux-là, en fait, on n'a pas le choix, on va pouvoir mettre E, confondre E avec B, et puis juste travailler sur cette zone-là pour essayer de modéliser notre système. Donc on va essayer de modéliser notre système et aller du cycle réel au cycle modèle. Parce que ce cycle réel, il est encore trop compliqué pour faire des calculs dessus, des calculs analytiques. Tout ce qu'on pourrait faire, des projections numériques, du calcul numérique dessus, mais nous on aime bien pouvoir travailler directement avec juste un stylo et pouvoir prédire des choses. Ce sera déjà pas mal. Alors, on va commencer par les modélisations et approximations qu'on va être amené à faire. Modélisation et approximation. Donc déjà, le mélange, donc ça c'est première hypothèse, première approximation, le mélange air carburant et par la suite les gaz d'échappement, qui ne va pas être la même chose, puisque le carburant aura brûlé, donc il y aura moins d'oxygène dans l'air et plus de reste de tout ce qu'il y a, donc, et les gaz d'échappement. Sont assimilés à un même gaz parfait principalement du coup diatomique de gamma égale 1,4 constant. En gros, on dit que s'il y a un petit peu d'essence dans l'air, c'est pas grave, ça reste principalement de l'air. Une fois que cette essence a brûlé, il y a un peu moins d'oxygène, il y a un peu de CO2, il y a des trucs à base d'azote, du dioxyde d'azote et tout ça. Mais tant pis, ça va être en quantité quand même négligeable comparé principalement au diazote et au reste d'oxygène qu'on aura à disposition. Donc on va garder cette hypothèse qui est raisonnable parce que l'air est quand même principalement constitué de diazote et de dioxygène et c'est ce qui reste même après avoir fait brûler le carburant. Il y a une très faible quantité de carburant qu'on met. Tout le truc est de réussir à injecter la bonne quantité pour que l'explosion soit suffisante et pas trop importante à la fois. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez un système qui est un système ouvert. C'est-à-dire que vous avez de l'air qui arrive à l'intérieur de votre cylindre et qui ensuite est éjecté. Et c'est ce système ouvert, on va dire, en fait, on va supposer qu'il s'agit toujours du même gaz qui reste dans le cylindre et subit toutes les transformations. Donc en vrai, on a un système ouvert avec une admission et une éjection. Et le modèle, on va dire que c'est le même gaz
qui subit les diverses transformations. Donc on oublie que d'un point de vue pratique, on a besoin que l'air soit changé parce que l'air il s'enflamme pas tout seul, il lui faut un carburant et que ce carburant, une fois qu'il a été enflammé, on ne peut plus l'utiliser. Donc on est obligé de prendre cette hypothèse, on est obligé dans la vraie vie d'avoir un système ouvert pour que ça fonctionne, mais du point de vue des calculs, du point de vue des travaux, des transferts thermiques et tout ça, ça se passera pareil si on considère qu'on a un système fermé avec le même gaz qui subit les choses et puis on suppose que le transfert thermique qui est induit par la combustion du gaz peut être apporté par autre chose qui va avoir tout ce qu'on veut. Et donc justement ça nous mène à notre troisième hypothèse. On suppose que tout se passe comme si il n'y avait pas de transformation chimique, mais un contact du système avec un simple thermostat, qui va du coup être notre ressource chaude, parce que c'est l'endroit où vous êtes en train de chauffer fortement votre gaz. Et donc, notre évolution, on va la modéliser en disant, notre système réel, c'est un système pour lequel vous avez la bougie qui est là, et elle fait une petite étincelle, cette bougie, et puis boum, vous avez une explosion. Donc vous étiez à une température T0 et vous arrivez à une température TC où il fait chaud à l'intérieur. Et le modèle, c'est que j'étais à T0 et je me mets en contact avec, donc mise en contact avec un thermostat de température TC, et puis à la fin je suis à la température du thermostat. Je ne peux pas monter plus haut, mais voilà, vous avez eu une mise en contact avec votre thermostat. Alors de prime abord, cette hypothèse-là semble la plus la plus audacieuse du lot, le gaz parfait, ça allait, le fait que éjecter, pas éjecter, finalement c'est pareil, bon, à la limite ça peut se concevoir étant donné qu'on a les mêmes quantités de matière à chaque fois entre la fin de l'admission et le début de l'éjection, et puis qu'on tourne. Là, cette modélisation est assez audacieuse, pour autant ça nous permet de nous ramener à nos machines thermiques. Et donc c'est comme ça qu'on raccroche ce cycle à 4 temps, ce moteur à 4 temps, à l'idée de machine thermique d'ITERM. Et donc ça va constituer notre modélisation. Bon, alors maintenant, on va essayer d'étudier le cycle modélisé. Comment est-ce que dans ces hypothèses-là, je vais pouvoir modéliser chacune des étapes du cycle. Il faut bien voir que le but de la physique, je le répète encore une fois, ce n'est pas le même que le but des mathématiques. Il n'est pas de tout démontrer. Le but, c'est d'imaginer des trucs qui soient suffisamment proches du système réel, mais pour lesquels on a démontré des résultats et qui nous permettent de déduire des prédictions. Et si votre modèle est suffisamment correct, les prédictions seront en accord avec ce que vous allez mesurer. Et c'est ça qu'on veut visualiser. Et là, pour cette évolution-là, on va voir que ça marche relativement bien, malgré cette grosse approximation que vous avez à cet endroit-là. Alors, je vous rappelle que on a un système, un principe de fonctionnement qui va être comme ça.
et pour lequel on a un diagramme PV avec différentes phases. Donc on va regarder les différentes phases. Pour aller de A à B, on va dire que notre admission, vous voyez, c'est relativement plat, hein, et donc on va supposer que la pression reste constante. Il y a des petits changements de pression parce que il y a un retard entre le moment où le piston s'enlève et le gaz s'engouffre. Mais tant que le piston tourne pas trop vite, c'est-à-dire à pas des vitesses de l'ordre de 300 mètres par seconde, ça devrait pas être extrêmement différent. Pour autant, c'est quand même mesurable. Mais on va dire que l'admission se fait à pression constante, qui est la pression de l'atmosphère extérieure. Donc l'admission à pression constante, et V va de volume minimal au volume maximal. Donc on a une variation de volume. De B à C. De B à C, si je reviens ici, j'ai une compression. Compression dans un piston qui tourne quand même à plusieurs milliers de tours par minute. Donc ça prend une fraction de seconde. Et si ça prend une fraction de seconde, c'est que vous n'avez pas le temps de faire un équilibre thermique du gaz que vous êtes en train de comprimer avec l'extérieur. Le gaz qui est comprimé, il s'échauffe, forcément. Donc, il va garder sa temps pour lui, son augmentation de température. Et vous vous en doutez, on va modéliser ça par, donc c'est une compression rapide, mais pas trop brutale. Pas trop brutale parce qu'on est capable de mesurer la pression à l'intérieur de votre système. Donc si c'est pas trop brutal, on va pouvoir supposer qu'elle est adiabatique, c'est-à-dire que les échanges d'énergie sous forme thermique n'ont pas le temps de se faire avec l'extérieur, mais aussi quasi statique pour mon gaz parfait. Donc le rapide me donne l'adiabatique, le pas trop brutal me donne le quasi-statique, alors que je viens de dire que ça évolue rapidement, mais c'est rapide pour les échanges thermiques. Par contre, c'est lent comparé aux équilibres de pression. Et donc, on aura une évolution pour un gaz parfait, qui était notre hypothèse de départ, d'où le caractère isentropique. Et donc la loi de Laplace que je vais pouvoir joyeusement utiliser lors de ma modélisation et lors de mes calculs. Hein, vous voyez comment j'arrive d'une situation réelle à me dire oh, ça ressemble à peu près à ça. Hein. Donc on va essayer de le modéliser comme ça et puis on aura une idée de comment ça évolue grâce à ces calculs. Alors de C à D. De C à D, vous avez que vous êtes avec le piston qui est au sommet, explosion, et puis le piston est entraîné par le vilebrequin pour passer. Alors c'est important que l'explosion se fasse au bon moment, parce que si elle se fait trop tôt, elle va essayer de repousser le piston à l'envers, et vous avez votre moteur qui cale. Donc là, vous devez être à l'explosion au bon moment. Là encore, c'est un problème pour les ingénieurs de se débrouiller pour faire l'explosion au bon moment. Moi, je suppose qu'ils arrivent à faire ça, et une fois qu'il fait l'explosion au bon moment, il y a l'augmentation de volume qui est induite par l'augmentation de pression due à cette explosion, mais il y a aussi que comme le vilebrequin continue à tourner, l'inertie fait que le volume augmente un petit peu. Moi je vais supposer que le volume augmente suffisamment lentement, donc on a une compression, donc une combustion assez rapide, combustion qu'on va supposer isochore, c'est-à-dire que instantanément, je claque des doigts et hop, j'ai relargué toute mon énergie à mon système. Donc il a augmenté en température et en pression suffisamment vite pour que le volume n'ait pas beaucoup joué. Alors vous voyez que effectivement sur le diagramme réel, il y a une variation de volume qui est visible, qui est mesurable, mais moi je vais supposer que hop, mon augmentation va être quasi verticale. Ça va être pour de nouveau me simplifier les calculs. Donc ça, c'est la combustion supposée isochore. Donc mon modèle, ça va être une évolution
isocore ou une transformation isocore au contact avec la source chaude TC. Et à la fin, si cette combustion peut aller jusqu'au bout, enfin si cette évolution va jusqu'au bout, la température de mon système sera la même température que la température de la source chaude. Donc ça, c'est si effectivement ça fonctionne. Alors de D à E, vous redescendez. Donc de nouveau, on est en train de pousser sur le piston qui lui-même est de toute façon encore entraîné un petit peu par le vilebrequin. Alors là maintenant, c'est vous qui essayez de prendre de l'avance sur le vilebrequin et donc c'est lui qui est emporté par le mouvement du piston. De la même manière que lors de la compression, la descente elle est rapide. On parle de moteurs qui font plusieurs milliers de tours par minute. Donc pas mal de tours par seconde. Donc si cette décompression est rapide, donc cette détente, on va pouvoir, donc c'est une détente rapide, mais pas trop brutale, de nouveau, parce que c'est rapide certes, mais ça ne fait pas 500 mètres par seconde, donc pas trop brutale. Donc de nouveau, je vais supposer qu'elle est adiabatique, quasi statique pour le gaz parfait. Donc de nouveau, ici, je vais pouvoir avoir mon Laplace qui va intervenir. Et une fois que j'ai ça, il ne me reste plus que l'évolution de E à A, c'est l'échappement. Et l'échappement va être isobar, donc à pression constante. Et on va de Vmax jusqu'à Vmin. Donc, si je fais le dessin de mon diagramme modélisé, je pars de Vmin, je vais jusqu'à Vmax, donc là j'ai le volume, la pression, là j'ai P0, donc ça c'est mon point A. Je pars de A, je fais une admission à pression constante. Je vais donc tout droit jusqu'au point B. Du point B, je fais une compression rapide. Donc je vais avoir un truc qui fait quelque chose comme ça. J'augmente. Alors j'ai pas d'isotherme ici pour comparer, mais je devrais augmenter plus rapidement qu'une simple isotherme. Parce qu'une adiabatique, ça augmente plus rapidement. J'arrive à C. Ensuite, explosion, vous avez votre système, hop, qui monte à volume constant et qui arrive jusqu'ici. Je vais, donc là je suis au point D, j'ai une descente adiabatique quasi statique et j'arrive au point E quand je suis là. Ah, là j'ai un tout petit détail dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que je ne peux pas aller de E à E de E à A de manière isobare. Qu'est-ce que je dois rajouter? En fait, je dois faire un petit passage par B. Ça, c'est lorsque la soupape d'échappement s'ouvre. Ouverture, soupape d'échappement. Et quand la soupape d'échappement s'ouvre, vous vous souvenez que E, il était à une pression qui était plus élevée. Quand la soupape d'échappement s'ouvre, le surplus de pression va s'équilibrer avec l'extérieur. Je retombe à la pression atmosphérique et relativement rapidement, ce qui veut dire qu'on va de nouveau, comme ici, supposer que c'est isocore puisque je suis au plus bas pour le piston et il n'a pas encore eu le temps de commencer à remonter pour chasser le gaz lors de la phase de retour. Donc vous avez l'aller comme ça, ensuite on fait ça, on redescend et puis on repart jusque A. Vous voyez que là j'ai effectivement un cycle, que ce cycle est parcouru en sens horaire. Donc, je vais avoir un cycle moteur. Par contre, dans les phases qui sont là, la phase d'admission et la phase de détente, je ne gagnerai ni ne recevrai aucun travail, enfin ne recevrai ni ne donnerai aucun travail, étant donné que ce que je récupère, ce que je dois donner au départ, quand vous avez le piston qui descend, il aspire et donc finalement il va devoir, votre système, votre fluide, plus exactement, va devoir donner un travail pour pouvoir passer là. Je le récupérerai de l'autre côté. Vous avez un travail qui est fait pour vous pousser dehors. Et donc, je vais pouvoir oublier cette zone et me concentrer uniquement sur la partie du cycle qui est là-haut. Et donc, votre cycle Baux de Rochat. Donc, le cycle
mon beau de Rocha, du nom du physicien, de l'ingénieur qui, le premier, a essayé de le décrire et de l'utiliser. Donc ce cycle Bode-Rocha, je ne vais garder que les parties qui m'intéressent, qui sont effectivement cycliques. Donc je pars du Vmax ici, je fais une adiabatique quasi statique, j'augmente de manière isotherme à Vmin là, donc je pars du point B, C, D, je redescends à E par une adiabatique quasi statique et hop, et je ferme mon cycle comme ça et je suppose que il se passe juste ça. Et donc j'oublie le temps d'échappement, d'admission et d'échappement, le premier et le quatrième temps, mais j'ai quand même le deuxième temps, le troisième temps, et puis la suite du troisième temps qui est la détente lors de cette évolution. Et vous avez un cycle qui est bien un cycle moteur, car parcours du cycle parcouru en sens horaire. Souvenez-vous, frigo, trigo, et donc moteur horaire. Automatiquement, là, nous avons notre cycle. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réfléchir pour faire les différents calculs, notamment pour le rendement de ce cycle. Bon, allez, on va passer à la partie amusante de cette modélisation, les calculs. Et on va commencer par la définition du rendement. Alors, le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est quand on essaye de quantifier ce qu'on a pu gagner lors de notre transformation ou de ce qu'on a pu récupérer. Donc, de manière générale, on va définir le rendement comme étant le rapport de ce que l'on veut sur ce qui coûte. Donc, ce que l'on veut divisé par ce qui coûte. Si on reçoit plus que ce que ça nous a coûté, alors finalement, on sera gagnant dans l'affaire, on aura un rendement supérieur à 1. Vraisemblablement, il va être difficile de convertir entièrement ce qui nous a coûté en quelque chose qui nous sera utile par la suite. Et donc, on va pouvoir se poser la question de comment estimer ce rendement. Alors, dans le cas particulier d'un moteur, qu'est-ce qui coûte et qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut un moteur, donc on veut récupérer un travail donné par le système, par le gaz qui est en train d'évoluer. Donc moi, ce que je veux, c'est le travail. Sauf que le travail, j'ai pris dans le sens où quand vous aviez votre système sigma, il reçoit un travail, il est en contact avec la source chaude, il reçoit un transfert thermique de la source chaude, il a un contact avec la source froide, il reçoit un transfert thermique de la source froide, donc en fait il reçoit des choses de tous les endroits. Pour qu'en fait sigma fournisse un travail à l'extérieur, c'est ça qui m'intéresse pour faire avancer ma voiture, il faut que le travail reçu par sigma soit négatif, et donc je peux mettre valeur absolue de sigma, qui est une valeur absolue de W, qui va du coup être aussi moins W, puisque je sais que le travail reçu va être négatif. C'était relié au fait que je parcours mon système en sens horaire, et donc automatiquement le calcul des intégrales fait que l'intégrale des moins PDV sur l'ensemble du cycle va être négatif. Bon, donc ça, c'est ce que je veux obtenir. La question, c'est qu'est-ce qui me coûte là-dedans? Déjà, où est-ce que je reçois de l'énergie de manière thermique? De C à D, c'est l'endroit où vous allez être en contact avec la source chaude, et donc vous allez récupérer un transfert thermique QC à cet endroit-là. On va mettre en rouge, comme ça. Où va se trouver le contact avec la source froide? En fait, quand je vais de B à C, on a modélisé cette évolution, on n'a encore rien fait, mais on l'a modélisé comme étant adiabatique, parce qu'elle était suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas de transfert thermique. S'il est adiabatique, je ne reçois pas de transfert thermique, donc ce n'est pas le moment où je suis en contact avec la source froide. De la même manière, de D à E, je vais avoir une évolution adiabatique.
la détente est adiabatique, je n'ai de nouveau aucun contact avec la source froide puisque je ne reçois aucun transfert thermique. Le seul endroit où je peux encore recevoir un transfert thermique, c'est là de E à B. Et effectivement, si on réfléchit un petit peu, quand j'arrive en E, j'ai une température qui est encore relativement importante et il faut me refroidir pour revenir à la température du point B en étant à volume constant. Et baisser la pression revient à baisser la température. Et pour me refroidir, je peux même dire tout de suite que le transfert thermique reçu va devoir être négatif. Il faut que le gaz redonne de l'énergie à l'extérieur sous forme de transfert thermique pour arriver à revenir à son état de départ. Or, là, au contraire, pour s'échauffer, pour monter lors de la combustion, il reçoit un transfert thermique qui est bien positif, et c'est lui qui coûte, puisque ce qui coûte pour faire marcher votre voiture, outre l'entretien de la voiture en tant que telle, c'est l'essence. Et l'essence, c'est ce que vous brûlez à cet endroit-là. Ça, entre guillemets, c'est gratuit. C'est parce que vous mettez en contact vos gaz brûlés avec l'atmosphère et ils vont gentiment se refroidir en contact avec l'atmosphère qui est votre thermostat, qui est votre source froide. Donc, ce qui coûte là-dedans, ça va être QC. Et donc, pour le moteur, mon R va être égal à moins W sur QC. Alors, vous pouvez retenir la définition générale parce qu'elle sera valable aussi pour les autres machines thermiques, mais dans le cadre du moteur, on se retrouve, on se retrouve avec un rendement qui s'exprime comme le travail reçu par notre système, l'opposé de ce travail pour avoir un truc positif, divisé par le transfert thermique, c'est-à-dire l'énergie reçue lors de la combustion à cet endroit-là dans notre modélisation. Bon, alors maintenant qu'on a la définition du rendement, on va passer au calcul. Et là, je vous conseille de prendre une feuille dans le même sens que moi, parce qu'on va faire tout un grand tableau pour calculer les différentes grandeurs qu'on a à disposition lors de toutes les évolutions possibles de notre système. Et donc, on va faire un grand tableau dans lequel on va essayer de mesurer diverses choses. Déjà vide. Oups. Tout va bien. Donc, on va essayer de mesurer diverses choses. Là. Pour les diverses évolutions. Alors, j'ai 4 évolutions de B à C. Donc, je vous rappelle que celle-là, c'est la compression adiabatique réversible ou quasi-statique, donc isentropique. De C à D, c'est une isochore en contact avec la source chaude. Hein, il est encore là, mon petit dessin. Donc, on va le garder à l'esprit pour pouvoir faire nos différents calculs. Ensuite, de D à E, j'ai une détente isentropique. Et de E à B, j'ai de nouveau une isochore. Et on va placer là les différentes quantités. Donc en particulier, on va calculer la variation d'énergie interne de notre gaz. En fonction, on va essayer de tout exprimer en fonction des températures. La variation d'enthalpie du gaz, donc le delta H. On va calculer aussi tout de suite la variation d'entropie du gaz lors de l'évolution. Tant qu'à faire. Le travail reçu lors de chaque évolution. Et le transfert thermique. Et on va essayer de remplir toutes les cases correspondantes. Bon, alors les 2 premières lignes, enfin les 3 premières lignes sont extrêmement faciles parce qu'il suffit d'utiliser
les différentes définitions. Alors on va encore introduire une chose, on va dire qu'en B on a une température T1, ensuite en C on a une température T2, en D on a une température T3 et en E on a une température T4 pour numéroter nos quatre petites températures et nos 4 petits points directement comme ça. Allez, mettez sur pause et essayez de calculer tout ça en fonction uniquement des températures, de la quantité de matière de gaz qu'il y a dans le système, de grand R, la constante des gaz parfaits, et de gamma. Bon, pour avoir delta U, de manière générale, c'est CV delta T. Or, j'ai un gaz parfait, de manière générale pour un gaz parfait, ou pour une phase condensée, mais là j'ai un gaz parfait, donc je vais pouvoir, lors de chaque évolution, si je connais la différence de température, calculer le delta U. Il me faut juste le CV, je connais le gamma du gaz, qui vaut 1,4, et CV, je vous rappelle que vous devez savoir retrouver rapidement que c'est NR sur gamma moins 1. Donc le delta U lors de l'évolution BC, c'est NR sur gamma moins 1 que multiplie la température finale, c'est-à-dire T1, moins la température T2, pardon, et moins la température initiale, c'est-à-dire T1. De C à D, c'est pareil, c'est le même CV, on n'a pas changé de gaz, sauf que la température finale c'est T3, la température initiale c'est T2. De D à E, je passe de T3 à T4, donc c'est NR sur gamma moins 1 fois T4 moins T3. Et là, j'ai du NR sur gamma moins 1. Je reviens au point 1, donc c'est T1 moins T4. Remarquez que quand on voit cette écriture-là, on a automatiquement que delta U est égal à 0 sur l'ensemble du cycle. Si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est une somme télescopique et toutes les températures se simplifient 2 à 2 et je me retrouve avec 0. C'est totalement logique, facile et direct. Donc il ne faut pas tergiverser pour obtenir ces choses. Pour le delta H, pour un gaz parfait, c'est Cp delta T, en supposant que le Cp ne dépend pas de la température sur l'endroit. Alors, comme j'avais eu 2-3 questions là-dessus, je reviens juste sur ce truc-là. On a défini CV comme étant du sur dt avec constant. Étant donné que pour un gaz parfait, U ne dépend que de la température, je peux l'écrire comme ça. Et donc je peux écrire, en séparant les variables, que du, il s'écrit CV dt. Et là maintenant, si j'intègre entre la position initiale et la position finale, et que je suppose que le CV ne dépend pas de la température, donc il peut sortir, je me retrouve avec U final moins U initial, c'est-à-dire delta U, qui est égal à CV, facteur de T final moins T initial, c'est-à-dire delta T. Donc ça, c'est une démonstration rapide qui vous permet de retrouver ça pour avoir le résultat. C'est exactement la même chose pour H. H ne dépend que de la température pour un gaz parfait, donc la dérivée partielle AP constante se retransforme en dérivée droite, et j'ai donc DH égale CP dt, et je peux intégrer. Bon, il ne me reste plus qu'à voir l'expression du CP. Vous savez que CP sur CV, c'est gamma, par définition du coefficient de Laplace, donc CP, c'est gamma fois CV, vous retrouvez que c'est gamma NR sur gamma moins 1. Et là, c'est pareil, même différence de température, donc gamma NR sur gamma moins 1, T3 moins T2, gamma NR sur gamma moins 1, T4 moins T3, et gamma NR sur gamma moins 1, T1 moins T4. De nouveau, la somme de tous ces delta H vous fait bien 0 sur le cycle, cohérent avec le fait que H soit une fonction d'état. Delta S. Delta S n'est pas totalement direct. Bon, sur les isentropiques, si. Sur les isentropiques, par définition, c'est 0. On avait vu que si on avait les lois de Laplace qui étaient vérifiées pour un gaz parfait, automatiquement la variation d'entropie était nulle. Donc sur les deux isentropiques, c'est 0. Sur les isochores, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la formule qui me donne S en fonction de T et de V. Et cette formule, c'était CV ln de T sur T0 plus NR ln de V sur V0 plus l'entropie qu'il y avait en T0, V0.
Donc quand je fais la différence, vous vous souvenez que je me retrouve avec du CV ln du rapport des températures entre l'instant final et l'instant initial, plus nr ln du rapport des volumes. Je suis isochore, donc le ln rapport des volumes, ça me fait ln de 1 qui fait 0. Donc je me retrouve juste avec du CV ln de t, donc du nr sur gamma moins 1, ln de la température finale qui est T3 sur la température initiale qui est T2. Donc j'ai mon delta S. Et sur l'autre isochore, même cause, mêmes effets, j'aurai du nr sur gamma moins 1, ln de la température finale qui est T1 divisé par la température initiale qui est T4. Voilà. Et là, vous voyez que comme S est une fonction d'état, je dois avoir que delta S sur l'ensemble du cycle est égal à 0, même s'il y avait des irréversibilités. Et lors de la combustion, ça ressemble quand même à un truc qui est méchamment irréversible. Donc, je vais avoir de l'entropie créée, mais pour autant, je dois avoir que la somme de celui-ci, de ce delta S et de celui-là, de celui-ci et de celui-là sont égaux à 0. Cette somme est égale à 0. Et donc, je me retrouve avec le rapport T3 sur T2 doit être l'inverse du rapport T1 sur T4. Donc c'est quelque chose qu'on pourra essayer de vérifier lors des calculs pour essayer de déterminer ces températures les unes en fonction des autres ou peut-être en fonction du rapport des deux volumes. Bon, il me reste à calculer les travaux et les transferts thermiques. Comment je fais? Bon, alors les transferts thermiques déjà, ça va être relativement simple sur l'isentropique, puisqu'une isentropique c'était une adiabatique réversible, et si c'est adiabatique, le transfert thermique il est nul. De la même manière, l'autre isentropique, le transfert thermique il est nul. En fait, ça, vous devez regarder chaque fois que vous avez une évolution qui est relativement simple, comme ça, s'il y a un truc qui est nul, vous devez tout de suite le repérer. De la même manière, pour les travaux, est-ce que vous ne voyez pas un travail qui serait nul parmi les quatre? Peut-être même deux. Quand vous êtes sur une isochore, il n'y a pas de travail. Donc, le travail est nul sur ces deux bouts-là. On a déjà, sur les 8 cases, on en a 4 qui ont été remplies. Bon, à partir du moment où il y en a un des deux qui est nul, le premier principe, sur chacune des évolutions, s'écrit delta U égale W plus Q. Bon, ici, j'ai Q qui est égal à 0, donc le travail, c'est delta U. Et delta U sur l'évolution BC, donc celui que j'ai calculé là-haut. Là, j'ai W qui est nul, le travail est nul, donc le transfert thermique, si Q c'est plus 0, c'est égal à delta U, Q c'est delta U, puis ça revient avec, sur l'isochore, le delta U. Le delta U vous donne le transfert thermique reçu par votre système, mais cette fois-ci c'est sur CD, bien sûr, pas le même, c'est le delta U qui est là-haut. De nouveau, j'ai une isentropique, donc là j'ai le delta U de D à E, et là j'ai le delta U de E à B. Alors là, le mauvais réflexe à ne pas avoir, c'est de se dire j'ai un travail, je calcule l'intégrale des moins PDV et j'essaye de me dépatouiller avec. Ça c'est faisable, mais ça vous fait 5-6 lignes de calcul, modulo les erreurs de calcul, alors que ça c'est direct. Et je vous rappelle que le NR sur gamma-1, la différence de température, c'est ce qu'on avait obtenu pour une évolution, un travail d'une évolution polytropique d'indice K. On avait du NR sur K-1 fois la différence de température pour un gaz parfait. Donc on revient à ça, mais là on l'a directement, sans se fatiguer, et simplement à condition de connaître les températures. Donc là maintenant, on a tout à disposition. Pareil qu'avant, faites une petite pause dans cette vidéo et puis essayez de calculer le rendement avec uniquement les températures qui apparaissent à la fin. Prouvez-moi aussi que ce rendement est nécessairement inférieur à 1. Je peux calculer le travail total reçu. Le travail total de reçu, ça va être NR sur gamma-1 T2 moins T1 plus celui-ci, donc NR sur gamma-1 T4 moins T3. Donc vous voyez que ça s'écrit NR sur gamma-1, le tout facteur de T2 plus T4 moins T1 moins T3. Donc j'ai une grosse expression pour le travail total. Et le transfert thermique reçu
de la part de la source chaude, je vous rappelle qu'il était reçu là, donc de C à D, et donc il est directement ici. QC, c'est celui-ci, et donc c'est NR sur gamma moins 1, T3 moins T2. Tiens, j'avais pas précisé combien il y avait de gaz. En fait, on n'a pas besoin pour calculer le rendement. Comme vous faites le rapport de ce truc-là par celui-ci, les NR sur gamma moins 1, non nuls bien évidemment, il y a quand même de l'air qui se balade là-dedans, vont se simplifier. Et donc j'aurai juste un rapport de température. Donc si j'en déduis l'expression du rendement en disant que c'est moins le travail divisé par le transfert thermique reçu de la source chaude. Vous voyez que les NR sur gamma moins 1 vont se simplifier. Donc j'ai du T1 plus T3 moins T2 moins T4 divisé par T3 moins T2. Voilà, expression explicite du rendement. Alors vous pouvez voir que là j'ai du T3 moins T2. Je peux peut-être le mettre et le sortir ici. Ce rendement va s'écrire 1. Et puis on va le garder sous cette forme-là. T1 moins T4 sur T3 moins T2. Réfléchissons juste aux histoires de signes. Si je reviens ici, vous voyez que le point, je suis à volume constant, au volume maximum ici, et je suis au point E au-dessus du point B, ce qui veut dire que la pression est plus grande, et à volume constant, si j'ai une plus forte pression pour un même nombre de moles, j'ai forcément une plus grande température. Donc j'ai T4 qui est supérieur à T1, donc cette différence-là est négative. Or, si je regarde, je fais le même raisonnement de ce côté-là, quand je suis au volume minimal, j'ai que forcément T3 va être supérieur à T2. Donc ce truc-là, il est positif, mais celui-là, il est négatif. Et donc, pour ne manipuler que des choses positives, je peux voir que ça va s'écrire 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2, qui a un rapport de 2 positif, et donc qui est positif. On remarque tout de suite que ça, c'est forcément strictement inférieur à 1. Et donc là, on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'énergie qui est gagnée par combustion de la source chaude va se répartir en deux choses. Le transfert thermique qu'on va redonner à l'atmosphère de l'autre côté, et donc qui est perdu dans l'atmosphère, et le travail qu'on peut effectivement récupérer sous forme mécanique pour faire avancer la voiture. Donc, comme j'ai mis beaucoup et j'en reçois moins que ce que j'y ai mis, forcément le rapport va être inférieur à 1. J'aurai un rendement qui sera inférieur à 100%. Alors, pour finir, j'aimerais pouvoir calculer ce rendement, non pas en fonction du rapport des températures que je ne connais pas, ces 4 températures-là pour le moment je ne les connais pas, mais il y a un truc qui est caractéristique pour mon piston, c'est le rapport entre le volume maximal et le volume minimal. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas moyen de faire un lien de ces diverses températures pour voir et faire apparaître ce rapport des volumes? Là encore, faites une petite pause et exprimez-moi ce rendement uniquement en fonction du rapport Vmax sur Vmin, qu'on va appeler A, le taux de compression. Bon, alors le lien, vous vous en doutez, des trucs que je n'ai pas encore utilisés, parce que j'ai utilisé le caractère adiabatique ici, le caractère isochore là, adiabatique, isochore, isentropique aussi pour calculer le delta S comme ça au passage, mais j'ai pas utilisé la loi de Laplace de l'adiabatique réversible. Or, quand vous avez une adiabatique réversible, il faut tout de suite penser que Laplace va être utile. Donc, quand on regarde de B à C, vous avez en fait une adiabatique quasi statique pour le gaz parfait. Et donc, la loi de Laplace. Loi de Laplace, je vous rappelle, PV puissance gamma égale constante. Ouais, mais moi je veux des températures, donc il faut que je fasse intervenir les températures. Et en plus, la seule information que je vais avoir, c'est le rapport entre le volume maximal et le volume minimal. Donc, je ne connais pas les rapports de pression, donc je vais me focaliser sur les volumes. La loi de Laplace, P c'est T sur V, nRT sur V, donc T, température sur volume, donc ça va s'écrire T, V puissance gamma moins 1 égale constante. Donc si je regarde au premier point,
Donc j'ai la température T1 et le volume Vmax. Donc j'ai T1 Vmax puissance gamma moins 1 qui doit être égal à T2 et lorsque j'arrive au plus faible, ben je suis à Vmin. Et vous avez que T2, du coup, il peut s'écrire T1 que multiplie Vmax sur Vmin, le tout à la puissance gamma moins 1. Très très facile comme calcul, c'est direct, il n'y a pas d'histoire de puissance à faire, pour lesquelles il faut faire attention. Et puis ce rapport Vmax sur Vmin, c'est ce qu'on appelle le rapport de compression. Et on va l'appeler petit a, il est supérieur à 1, et du coup, bah, ça va nous permettre d'écrire T2 sous la forme T1 fois a à la puissance gamma moins 1. Donc là, ça c'est le rapport de compression du cylindre, donc du piston, ça du système. Du cylindre, plutôt ça. Caractéristique du cylindre. Donc c'est de combien vous pouvez comprimer au maximum votre gaz, un facteur 3, un facteur 6, un facteur 9, bref, il faudra regarder. Et bah, plus vous le comprimez, plus la température T2 va être importante. Si je regarde de C à D, bah c'est l'isocore, on a déjà utilisé tout ce qu'on pouvait, mais de D à E, de nouveau, de D à E, c'est de nouveau une adiabatique quasi-statique du gaz parfait. Donc j'ai de nouveau TV puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante. Alors c'est pas la même qu'avant, parce que c'est pas la même évolution, ça démarre pas au même endroit. Donc, vous pouvez pas mélanger les deux. En revanche, ce que vous pouvez avoir, bah, c'est les liens qu'il y a entre les différentes températures. J'ai donc T3 Vmin, puissance gamma moins 1, qui doit être égal à T4 fois Vmax, puissance gamma moins 1. Et puis vous trouvez du coup que T3, il s'écrit T4 multiplié par Vmax sur Vmin, c'est-à-dire A à la puissance gamma moins 1. Bon, alors là j'ai T3 et T2 qui s'expriment à chacun en fonction de T4 et T1. Donc je vais peut-être pouvoir les remplacer là-dedans. D'où mon R, il s'exprime 1, moins, alors T4 moins T1, je vais le garder. Et je vais croiser les doigts pour que ça simplifie bien. Donc T3, c'est T4 à gamma moins 1. T2, c'est bien lui que j'utilise, c'est T1 à puissance gamma moins 1. Vous voyez que le A puissance gamma moins 1, je peux le mettre en facteur. Donc je vais avoir T4 moins T1 facteur de A puissance gamma moins 1. Comme T4 est différent de T1, parce que sinon le point E serait confondu avec le point B, et puis vous auriez un truc qui est plat et ça serait guère intéressant, ces deux-là peuvent gentiment se simplifier, et donc je me retrouve avec du 1 moins A à la puissance 1 moins gamma, puisque 1 sur gamma moins 1, c'est A à la puissance moins gamma moins 1, donc 1 moins gamma. Donc j'ai une expression explicite de mon rendement uniquement en fonction de ce taux de compression. Et c'est finalement ça qui va m'intéresser ici pour mon système. Alors, vous voyez que ça peut tendre vers 1 si A tend vers l'infini. Quand A tend vers l'infini, comme gamma il est strictement supérieur à 1, 1 moins gamma il est négatif, donc j'ai du A à une puissance négative, avec A qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc je pourrais avoir un rendement qui tend vers 1. Oui, mais si A tend vers l'infini, votre température T2, elle est grande. Et du coup, si vous avez un mélange air carburant qui est emmené naturellement à une forte température, vous avez un risque d'autocombustion lors de la compression. Vous me direz, bah, c'est pas grave, ça nous fait notre travail en avance, il n'y aurait pas besoin de bougie. Oui, mais enfin, si vous êtes en train de monter là, et que boum, ça explose alors que vous n'êtes pas en haut, bah, ça va repartir dans l'autre sens. Et si ça repart dans l'autre sens, bah, ça ne sert plus à rien, parce que le but du moteur, c'est que ça tourne toujours dans le même sens. Donc il faut bien que ça explose quand vous êtes déjà passé de l'autre côté pour pouvoir
faire le cycle suivant du vilebrequin qui est en train de tourner. Donc, c'est l'aspect intéressant ici, c'est qu'il faut limiter cette autocombustion, enfin les risques d'autocombustion au maximum, et donc vous ne pouvez pas construire des cylindres pour lesquels le rapport de compression est trop important. Si on fait des petites applications numériques, si on regarde en fonction de la valeur de A, donc si je prends 3, 6, 9, 12, et que je regarde le rendement, on trouve 0,36, donc 36% pour A égale 3, 51% pour A égale 6, 58% pour A égale 9, 63%, vous voyez que ça monte quand même relativement lentement, il faut multiplier par 4, il faut compresser 4 fois plus pour ne serait-ce que doubler le rendement. Et encore, là j'ai que les 2 tiers que je récupère de l'énergie qui a été simplement utilisée pour la combustion, enfin récupérée de la combustion. Donc finalement, c'est pas énorme. Et en pratique, on est plutôt de l'ordre de cette valeur-là. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez une voiture, vous récupérez à peu près 1 tiers de l'énergie qui a été récupéré de la combustion. Donc vous faites brûler un truc, et les 2 tiers de ce que vous faites brûler, ça part juste dans l'atmosphère pour réchauffer l'ensemble de l'atmosphère. Donc réfléchissez-y la prochaine fois que vous avez le choix entre prendre la voiture et prendre le vélo. C'est pas forcément le plus efficace comme moyen de transport. Alors le vélo a aussi ses inconvénients, mais là, votre moteur, quoi qu'il arrive, il n'utilise qu'un tiers de l'énergie qui est produite par combustion. Donc vous feriez brûler votre essence toute seule, ça ferait quasiment la même chose. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera du théorème de Carnot et de comment est-ce qu'on aurait pu prévoir que ce rendement ne sera pas supérieur à un certain rendement maximal qui va dépendre de la température de la source chaude et de la température de la source froide.